Bismillah. Sous Alan gémissait comme un animal blessé. Christie et sa mère contemplèrent avec stupeur la jeune fille inerte que soutenait M. Moncrieff, le visage livide, incapable de se tenir debout, ses bras raidis et tendés devant elle en un geste de défense. Roger, qu'est-il pu arriver? Cria la mère de Christie, du haut des marches. Je ne sais pas, elle est complètement terrorisée. Éloignez-le, éloignez-le, gémit sous Hélène. Madame Moncrieff descendit l'escalier à la hâte pour aider son mari. Ils portèrent sous Hélène au salon et l'allongèrent sur le divan. Christie va chercher un manteau dans la penderie. Puis Madame Moncrieff se pencha au-dessus de sous Hélène. Allons, allons, ma petite, c'est fini maintenant. Calme-toi, nous allons t'aider. Le père de Christie plia le manteau et le disposa sous la tête de sous Hélène. Pauvre gosse, je me demande ce qui a pu se passer. Sous Hélène se couvrit le visage de ses mains, comme pour se protéger les yeux. Repoussez-le, repoussez-le, hurla-t-elle de nouveau. Elle a sûrement été victime d'une agression. Je vais appeler une ambulance. Monsieur Moncrieff se dirigea vers le téléphone, pendant que sa femme s'efforçait de calmer la jeune fille. Soudain, Sue Ellen retira ses mains de son visage et regarda fixement Christie. Une indicible terreur se lisait dans ses yeux. Je suis désolée, désolée, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Ces excuses frappèrent Christie comme un coup de poing. Ce qu'elle avait vainement essayé de se rappeler le jour où Scott était là lui revint subitement en mémoire. Elle avait souhaité que Sue Ellen fasse la paix avec elle, puis Christie se souvint de cette absence momentanée dont elle avait été victime le soir de la représentation de Don Quichotte. Assise à côté de Scott, elle s'était brusquement retrouvée dans la grange, confiant à Prince combien elle souhaitait voir Sue Ellen regretter l'affront qu'elle venait de lui infliger en portant son tartan à la place de la robe de Dulcinée. Le vœu avait été exaucé, mais à quel prix? Christie se remémora aussi cette galopade entendue avant l'arrivée de Sue Ellen. Était-ce Atam qui galopait ainsi dans la nuit? Cor Moncrieff avait-il accompli le vœu de Christie? Avait-il forcé Sue Ellen à venir s'excuser? Cette fois, Christie ne pouvait plus accuser son imagination de lui jouer des tours. Elle était responsable de ce qui venait d'arriver à Sue Ellen. En restaurant cet antique médaillon, avait-elle fait revivre Cor Moncrieff? Cor n'avait-il pas promis à Criosdan de lui donner tout ce qu'elle pourrait désirer sur terre? Il tenait sa promesse envers une autre, Criosdan, qui n'était peut-être que la réincarnation de la première. Sur son lit de mort, celle-ci lui avait juré de revenir vers lui s'il lui donnait quoi? D'après les notes de son grand-père, la mort avait emporté la jeune fille avant qu'elle ait pu formuler son vœu. Mais Christie, elle n'avait fait aucune promesse. Seul Criosdan s'était engagé 2 siècles plus tôt. Sue Ellen continuait de les regarder en répétant « Je regrette, je regrette ». Que signifient ces paroles? Demanda madame Moncrieff. Christie secoua la tête, incapable de répondre. La douleur qui se lisait dans le regard de Sue Ellen la paralysait. Elle ne savait que trop ce que voyait sa camarade, l'image de l'horrible créature qui l'avait elle-même terrorisée. Une ambulance va venir la chercher, déclara M. Moncrieff. Comment va-t-elle? Difficile de se prononcer, répondit sa femme. Elle regarda Christie, pressentant que sa fille savait quelque chose qu'elle préférait taire. Christie resserra sa robe de chambre autour d'elle. Elle avait froid. Ses yeux restaient rivés sur ceux de Sue Ellen. Chacune savait ce que l'autre avait vu. Les Moncrieff sortirent pour regarder partir l'ambulance, dont le phare gyroscopique balayait les ramures dénudées par les premiers frimas. Derrière eux, 2 policiers de Bethel attendaient patiemment. L'un d'eux, qui avait sorti son carnet, se racla la gorge pour attirer leur attention. Excusez-moi, monsieur et madame Moncrieff, mais j'ai 1 ou 2 questions à vous poser. Avez-vous entendu une voiture ou autre chose avant que la gosse arrive chez vous? Non, rien du tout, répondit M. Moncrieff. Et vous? Demanda-t-il en se tournant vers sa femme et sa fille. Non, je m'étais endormi. Ce sont des coups frappés à la porte qui m'ont réveillé, répondit madame Moncrieff. Christie hésita un peu avant de répondre d'une voix calme. Moi non plus, je n'ai rien entendu. La môme vous a-t-elle dit quelque chose pouvant fournir un indice? Par exemple, a-t-elle rencontré quelqu'un? Non plus. Elle était bien trop terrifiée pour articuler un seul mot.
répondit le père de Christie. Sa mère confirma sa réponse en hochant tristement la tête. Le policier pinça les lèvres, perplexe, puis referma son carnet. Si jamais vous vous souvenez de quoi que ce soit, faites-nous en part, s'il vous plaît. Il suffit parfois d'un petit détail pour faire progresser une enquête. Nous n'y manquerons pas, assura M. Moncrieff. Les policiers prirent congé, et les Moncrieff regagnèrent le salon. Je n'ai aucune envie d'aller me recoucher à présent, déclara Mme Moncrieff. Après s'être excusée, Christie remonta dans sa chambre. Elle s'installa dans le fauteuil, face à la fenêtre qui donnait sur l'enclos. Sa lampe de chevet dispensait une lumière douce qui invitait au repos. Il est là, pensait Christie, il est là. Mais elle ne savait plus si elle en éprouvait de la peur ou bien de l'attirance. Au matin, une brutale chute de neige couvrit la campagne de son premier manteau hivernal. Il neigeait encore quand Scott retrouva Christie à l'entrée du collège. J'ai appris que ce qui était arrivé à Sue Ellen. Bon Dieu, subhanallah, qui a bien pu la mettre dans cet état? As-tu eu des nouvelles ce matin? Non, tout ce que je sais, c'est qu'on l'a transportée à l'hôpital de la Miséricorde, à des moines, c'est tout. Christie préféra ne pas répondre à la première question de Scott. Elle connaissait le coupable. Il l'accompagnait jusqu'à la classe où avait lieu son premier cours. Ses camarades assaillirent Christie de questions au sujet de Sue Ellen. Elle leur répondit qu'elle n'en savait pas plus qu'eux et gagna rapidement sa place. Une certaine nervosité régnait parmi les élèves. Quand Christie sortit de son troisième cours, Scott l'attendait dans le couloir. J'ai parlé au frère de Sue Ellen. Il m'a dit qu'il ne comprenait rien à ce qu'elle racontait. Elle a vaguement parlé d'un grand cheval et d'un mystérieux cavalier. Et puis elle ne cesse de répéter qu'elle regrette. Il dit aussi qu'elle cria à plusieurs reprises. Éloignez-le, éloignez-le. Son entourage suppose qu'il s'agit d'une dépression nerveuse. Christie se demanda si elle aussi ne souffrait pas du même mal. Au supplice, elle sentit qu'elle ne pourrait garder plus longtemps le terrible secret qui la rongeait. Scott coula vers elle un regard inquiet. Qu'y a-t-il, Christie? Où pouvons-nous aller discuter tranquillement? Allons jusqu'à ma voiture. Un instant plus tard, il prenait place dans le Mustang. Scott mit le moteur en marche et le laissa tourner un moment avant de mettre le chauffage électrique. Puis, se tournant vers son ami, il attendit calmement qu'elle parle. Christie prit une profonde inspiration. Elle avait besoin de tout son courage pour confier cette incroyable histoire. Finalement, elle lâcha d'un ton égal. Je sais ce qui est arrivé à Sue Ellen. Scott eut un haussement de sourcils. Vraiment? Elle hocha la tête. Tu vas douter de mon récit? Pourtant, je sais ce qui s'est passé la nuit dernière. Peut-être te croirais-je, moi, dit-il avec un sourire qui cachait mal l'inquiétude qui se lisait dans ses yeux. Christie se redressa sur son siège. Mon grand-père a tenu durant toute sa vie un livre de famille, dans lequel il a consigné les naissances et les événements familiaux, ainsi que toutes les histoires qu'il avait pu glaner concernant nos ascendants les plus lointains. L'un de ses ancêtres s'appelait Cor Moncrieff. Il a vécu il y a 200 ans. Il est dit qu'il a pratiqué la magie et les anciens rituels des Pictes, ces montagnards sauvages dont tous les Moncrieff sont supposés descendre. Christie se tut un instant, perplexe. Je sais que tout cela doit te paraître farfelu. Je n'arrive pas à y croire moi-même. Scott l'encouragea d'un sourire. Continue, dit-il d'une voix tendre. Eh bien, elle hésita et reprit son souffle avant de poursuivre. Cor Moncrieff passait donc pour un sorcier. Il avait un cheval appelé Atam, et on raconte que celui-ci avait le don de réaliser les désirs de son maître. C'est-à-dire, tout ce que pouvait souhaiter un homme que la légende dépeint comme cruel et vindicatif. Si quelqu'un lui déplaisait, il pouvait faire mourir ses chevaux, par exemple. Ça ressemble à une histoire de vieille bonne femme, Christie. Quel rapport y a-t-il avec Sue Ellen? La légende dit encore que Cor Moncrieff sortait la nuit pour enlever des jeunes filles et qu'il fut finalement tué par un mari trompé. Au début de notre installation à Bethel, je me sentais très seul et j'avais pris l'habitude de me confier à Prince, comme on se confie à un ami. Un jour, avant la mort de Faucon, je lui dis que je souhaitais que Faucon cesse de tourner autour de moi, bref, qu'il me laisse tranquille. Tu connais la suite. Mais cela n'a pas de sens, commença Scott. Attends, l'interrompit Christie. Elle posa sa main sur le genou de son ami. Je n'ai pas fini. Le jour où tu es venu voir Prince, j'ai dit en sa présence que je souhaitais la paix entre Sue Ellen et moi.
Puis le soir de la représentation, quand j'ai vu Sue Ellen vêtue de son tartan, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai eu l'impression d'être soudain transporté jusque dans la grange, dans le box de Prince. Et je me suis vu toucher le médaillon, je me suis entendu souhaiter que Sue Ellen regrette son geste. La scène m'a paru alors si réelle, Scott. Christie s'interrompit une minute, s'efforçant de contrôler sa nervosité grandissante. La nuit dernière, j'ai entendu une galopade, tout près de la maison. Le bruit s'est éloigné, puis, un moment plus tard, il est revenu. Une minute après, Sue Ellen frappait, terrorisée jusqu'à en perdre la raison. Quand elle m'a vu, la seule chose qu'elle m'ait dite, c'est combien elle regrettait. Scott restait silencieux un instant. Christie pensait qu'il devait tenir tout cela pour du délire. Y a-t-il autre chose qui te donne à penser que, par Dieu, subhanahu, c'est quel moyen cet ancêtre est ressurgi du passé pour te hanter demanda-t-il. Tu ne me crois pas soupira-t-elle. Je n'y crois pas moi-même. Je ne peux donc pas t'en vouloir. Attends une minute, je n'ai pas dit ça. Donne-moi le temps d'assimiler tes paroles. Y a-t-il autre chose qui te fasse penser que Kor, mon Krief, est à l'origine de tout? Oui, il y a autre chose. Je me suis retrouvé 3 fois près de la grange en pleine nuit sans savoir comment. La première fois, j'étais allé donner à manger à Prince, mais je me suis réveillé au matin dans son box. Je n'avais pourtant pas eu l'intention d'y rester dormir. Les 2 autres fois, je me suis tout simplement retrouvé dehors, d'abord devant la barrière de l'enclos, et la fois suivante devant la grange. Je ne sais vraiment pas comment je suis arrivé jusque-là. Es-tu somnambule? Non, à ma connaissance, je ne l'ai jamais été. Écoute, Christy, la mort de Faucon et l'agression dont Sue Ellen a été victime t'ont certainement bouleversé. Tu ne penses pas que ton imagination a fait le reste? Elle le regardait et secoua la tête. Non, j'y ai songé et j'ai également supposé qu'il s'agissait d'une série de coïncidences. Mais plus maintenant. Elle soupira. Et puis je me suis mise à avoir des rêves, ou plutôt, toujours le même cauchemar. Je chevauche en croupe derrière un cavalier vêtu de fourrure comme l'étaient les montagnards écossais, et comme devait l'être aussi Cor, mon Krief. Il prit sa main dans les siennes. Ne t'inquiète pas, nous finirons bien par trouver le fin mot de cette histoire. Tu me crois? Je crois que quelque chose t'a fait peur et continue de te faire peur. Je ne repousse aucune hypothèse tant que nous n'aurons rien découvert de concret. Il lui pressa la main et elle se détendit. Maintenant, elle ne serait plus seule pour affronter ses tourments. Avec un grand soupir, la jeune fille se pencha vers lui et l'embrassa. J'aimerais voir ce livre de ton grand-père. Que dirais-tu si je passais chez toi ce soir? Oh oui, viens. Vers 7 heures, je t'attendrai. Quand Scott arriva dans la soirée, la neige tombait de nouveau et la température avait brusquement et anormalement chuté au-dessous de zéro. Le vent soufflait et les rafales de neige ôtaient toute visibilité. Christie aida Scott à retirer son manteau et ses bottes, puis ils montèrent jusqu'au grenier. C'est avec appréhension que Christie pénétra dans les combles. Elle ouvrit la malle et en retira le livre de famille de son grand-père. D'une main nerveuse, elle en feuilleta les pages jusqu'à ce qu'elle retrouve l'histoire de Cor Moncrieff. Elle tendit alors le carnet à Scott. Scott se mit à lire posément, prenant garde de ne pas déchirer les pages jaunies en les tournant. Quand il eut fini sa lecture, il s'accroupit sur les talons. Quelle histoire, murmura-t-il, impressionné. Qu'en penses-tu? Christie retenait son souffle. Peu de choses, à vrai dire, si ce n'est qu'il y a certainement là-dedans autant de vérité que de fiction. Tu as remarqué le nom de Lindsay? Comme Sue Ellen, tu m'as dit qu'une vieille rancune opposait les 2 familles. Et puis il y a toutes ces coïncidences qui finissent par ne plus en être, tant elles se répètent. Tu sais, il arrive qu'un même numéro sorte plusieurs fois de suite à la roulette. Lindsay est un nom courant. Je ne suis pas sceptique de nature, mais il nous faudrait davantage de preuves pour affirmer qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel ou paranormal, comme tu voudras. Écoute, je vais commencer par examiner la grange. Non, s'écria Christie, surprise par sa propre véhémence. Tu ne peux pas courir ce risque. La nuit tombe. Ne va pas là-bas. Allons, Christie, que veux-tu qu'il m'arrive? Si ce que tu dis est vrai, je resterai sain et sauf, tant que tu ne demanderas pas à Prince de me filer une ruade. Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Demanda-t-il taquin. Ce n'est pas drôle, Scott, répliqua Christie, le nerf à vif. Quand même, avoue que j'ai raison. Oui, bien sûr. Ils redescendirent du grenier. Scott enfila son manteau et ses bottes. Aurais-tu une paire de tenailles? Demanda-t-il. Je pense. Il doit y en avoir une dans la boîte à outils de papa. Mais pourquoi faire?
Oh, une idée, comme ça. Je t'expliquerai plus tard. Elle courut jusqu'à la remise où son père rangeait ses outils. Quand elle revint, Scott mettait ses gants. Merci, dit-il en prenant les tenailles et la torche électrique qu'elle lui tendait. Il lui donna un rapide baiser et gagna la porte de derrière. Elle courut se mettre à la fenêtre pour le voir s'enfoncer dans l'obscurité et la tourmente. Il vient vers nous, ma beauté. Il vient vers nous. Christie tressaillit. Ces mots les avait-elle imaginés? Sinon, qui avait parlé? Corps Krief? Mais même si son fantôme était revenu pour accomplir les vœux de Krios Dan, la disparue, il n'avait aucune raison d'en vouloir à Scott, songea Christie. Scott Sampson était étranger à toute cette histoire. Alors elle se rappela ce qu'elle avait lu dans le livre de famille, et ce souvenir la cingla comme un fouet. Il se mit à la poursuivre de ses avances, et il provoquait en duel tout homme qui osait porter son regard sur elle. Corps Krief devait haïr Scott, qu'il aimait et qu'elle aimait. Elle craignait que la jalousie féroce du guerrier ne se dirige à présent contre son ami. Pardon. Il approche, il approche. De nouveau, Christie perçut la voix aux intonations diaboliques. Laissons-le approcher, ma beauté. Alors, pour la première fois, Christie prit conscience d'une cruelle vérité. Malgré sa peur et son remords, n'avait-elle pas éprouvé une certaine fierté à ce que Corps Krief la serve? Elle comprenait à présent ce que Krios Dan avait ressenti elle-même, ce qui lui avait fait rejeter Corps Krief jusqu'à ce que l'approche de la mort seule l'incite à le rappeler auprès d'elle. Corps Krief avait une nature démoniaque. Il n'accomplissait pas aveuglément les désirs de Christie. Il n'était pas son instrument. S'il exauçait ses vœux, c'était uniquement parce qu'il lui donnait l'occasion de meurtrir la jeunesse, la force et le talent. Chaque fois qu'il réalisait un souhait, si innocent fût-il, il faisait en sorte que la culpabilité accable ensuite la bénéficiaire. À présent, Cor et Athan guettaient Scott dans le noir. Elle venait d'envoyer à la mort celui qu'elle aimait. Elle devait intervenir avant que l'horreur ne s'abatte de nouveau. Elle ne pouvait laisser Scott tomber dans le piège que lui tendait Cor. Sans prendre le temps de se couvrir, Christie se précipita dehors et affronta la tempête de neige.